እንዴት ከረማችሁ? ያለፉት 10 ቀናት ቆይታችሁ እጅግ ስኬታማ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደዚህ ያሉ ቆይታዎች እንደ እያንዳንዱ ግለሰብ ምዘና Comment allez-vous? J'espère que les 10 jours que vous avez passés ici ont été enrichissants et fructueux. Bien que les résultats d'un tel séjour varient d'une personne à l'autre, les commentaires que nous avons reçus suggèrent que dans l'ensemble, il a été fructueux. Cette période a été précieuse, en particulier pour les dirigeants de ce gouvernement, car cela permet d'approfondir leurs perspectives et de forger une vision plus raffinée. Dans la réflexion finale d'aujourd'hui, je voudrais mettre en évidence le type de mentalité qui définit un état de développement, son système de fonctionnement, ses objectifs et les responsabilités qu'ils doivent assumer pour obtenir des résultats. Lorsque nous parlons d'un gouvernement de développement, nous faisons référence à 4 piliers fondamentaux. Premièrement, la création, qui est la créativité. Deuxièmement, la production. Troisièmement, la multiplication. Et quatrièmement, affiner. Qu'est-ce que cela signifie? Il est impossible de vérifier la qualité lorsque peu de choses ont été créées. La qualité découle de l'abondance. Ce n'est que lorsque nous produisons davantage, lorsque nous innovons et générons à grande échelle, que nous commençons à découvrir des résultats qui méritent d'être préservés et améliorés. Pour produire davantage, la rapidité est essentielle. Une personne qui crée rarement ou qui tarde à agir ne peut obtenir des résultats abondants. Lorsque nous produisons largement et rapidement, la qualité commence naturellement à émerger parmi les nombreux résultats. En d'autres termes, la quantité crée des opportunités. La qualité en est le résultat. Grâce à la quantité, nous avons non seulement la possibilité d'innover, mais nous acquérons également la capacité de préserver ce qui est précieux à long terme. Prenons par exemple nos initiatives de développement des corridors. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas ce qu'il était au début. Nos critères de qualité ont évolué au fil du temps et ce changement s'est produit parce que nous avons créé davantage. Un État en développement repose fermement sur cette base. Cependant, aujourd'hui, je souhaite attirer votre attention sur 2 questions clés. Premièrement, comment la modernité, le pouvoir et les progrès historiques ont-ils été façonnés, tant à l'échelle mondiale que dans notre propre pays. Nous devons examiner les chemins historiques qui ont donné naissance aux institutions, structures et systèmes modernes, en tirer les leçons et réfléchir profondément au succès et aux lacunes dans notre propre contexte. Comprendre les coûts du retard et les conséquences d'une avancée lente nous aide à évaluer où nous en sommes aujourd'hui. Si nous ne comprenons pas comment l'histoire a façonné notre vie politique et sociale, nous aurons du mal à agir avec sagesse dans le présent et il sera encore plus difficile de planifier l'avenir. Comme l'a dit Samuel Huntington, l'histoire de l'humanité est fondamentalement l'histoire du pouvoir. L'histoire est souvent écrite par ceux qui ont détenu le pouvoir et non par ceux qui l'ont perdu ou qui sont restés silencieux. Pour réaliser des progrès significatifs, nous devons examiner nos angles morts, ces réalités que nous ne voyons pas. Une nation qui aspire à aller de l'avant ne peut le faire en regardant uniquement vers l'avenir. Elle doit également regarder en arrière, identifier ce qui n'a pas fonctionné et retracer l'évolution de la culture, des croyances, des valeurs et des institutions jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons envisager l'avenir avec une clarté éclairée. Abraham Lincoln a dit un jour, la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Nous ne pouvons parler avec confiance de demain que si nous la construisons aujourd'hui. Ceux qui construisent aujourd'hui des infrastructures solides ont des raisons d'espérer un avenir meilleur. Ceux qui passent à côté du présent laisseront des difficultés à leurs enfants. Comprendre le présent est non seulement nécessaire pour façonner l'avenir, mais aussi pour le prédire. Deuxièmement, comment construire une nation compétente, moderne et en développement? Pour construire un tel pays, nous devons définir clairement notre point de départ, le point qui nous permettra d'avancer, la force qui propulse le progrès et les éléments qui l'entravent. Nous devons distinguer ce qui stimule le développement, ce qui la freine, et attribuer les responsabilités en conséquence. Sans cette clarté, nous risquons de répéter les mêmes erreurs, de ne pas percevoir les dangers et de manquer les moments critiques pour corriger les lacunes. Si nous séparons ces 2 dimensions, premièrement la modernité, le pouvoir et la trajectoire historique, et deuxièmement la construction d'un État développementaliste,
Nous pouvons discuter de manière constructive du rôle que nous, ici réunis, pouvons jouer dans sa création, sa direction et son maintien. Alors, qu'est-ce que le développement? Le développement est l'élévation visible de la vie socio-culturelle et économique d'un pays, relative mais reconnaissable. Il s'agit de créer un système de vie que les citoyens jugent fonctionnel, digne et progressiste. Qu'est-ce qu'une civilisation? La civilisation, en termes relatifs, désigne le stade auquel une nation atteint un certain niveau d'avancement culturel et de développement. Lorsque nous parlons de civilisation, nous faisons référence à une situation dans laquelle les citoyens sont capables d'établir un mode de vie harmonieux et un ordre social cohérent. La civilisation babylonienne, mentionnée dans de nombreux récits historiques, figurait parmi les empires les plus avancés de son époque. La définition de la civilisation à cette époque continue de servir de base à la compréhension actuelle de ce mot. Les Grecs ont dérivé le mot civilisation de 3 termes apparentés, et réfléchir à ceci nous aide à comprendre ce qu'implique la civilisation. Le premier mot est civis, qui signifie citoyen, membre d'une communauté. Le deuxième est civita, qui signifie ville ou cité-État. Le troisième est civilis, d'où nous tirons civil ou civilité, qui fait référence à une conduite raffinée et à un mode de vie cultivé. Ainsi, la civilisation repose sur 3 éléments clés. L'individu en tant que membre de la société, la ville en tant qu'espace physique et administratif, et au-delà de la ville et du citoyen, un mode de vie cultivé qui s'exprime dans les mœurs, les systèmes sociaux et les valeurs. Il existe des cas où une ville existe, mais où ses habitants ne possèdent pas encore le raffinement ou la capacité nécessaire pour le faire vivre. La conception ancienne selon laquelle la civilisation se compose des personnes, de la ville et du mode de vie cultivé reste valable aujourd'hui. Pour mieux comprendre cela, nous pouvons nous pencher sur les premières civilisations et les contextes que les ont façonnées. Selon de nombreux historiens, la plus ancienne est la civilisation sumérienne. Elle est apparue en Mésopotamie, l'Irak actuel, vers 4000 ans avant Jésus-Christ, ce qui lui donne aujourd'hui environ 6000 ans. Cette civilisation primitive s'est développée entre le Tigre et l'Euphrate. Ces réalisations marquantes ont été, premièrement, la plus ancienne langue écrite connue, deuxièmement, une irrigation et une agriculture avancée, et troisièmement, des établissements urbains et une architecture monumentale. Bon nombre de ces vestiges existent encore aujourd'hui. Inscriptions lisibles, structures visibles et artefacts physiques, même s'ils ont été altérés par le temps. Après les Sumériens est apparue la civilisation de la vallée de l'Indus, qui aurait prospéré vers 3000 ans avant Jésus-Christ, il y a environ 5300 ans, dans le nord de l'Inde et du Pakistan actuel, le long du fleuve Indus. Ici, l'eau, les hommes et la ville étaient indissociables. Parmi ces caractéristiques notables, on peut citer l'aménagement urbain planifié et les systèmes de drainage sophistiqués qui témoignent clairement d'une organisation sociale. La troisième civilisation est celle de l'Égypte antique, qui a vu le jour vers 3100 ans avant Jésus-Christ. Il y a environ 5100 ans, le long de la vallée du Nil, en Afrique du Nord-Est. Elle se distingue de l'Égypte moderne car l'Égypte antique s'étendait plus au sud, jusqu'en Nubie. Elle était fondée sur le Nil et ses réalisations les plus marquantes étaient l'agriculture et l'architecture monumentale. La quatrième est la civilisation chinoise, généralement datée d'environ 3000 ans avant Jésus-Christ, ce qui lui donne environ 5000 ans, située dans ce qui est aujourd'hui la Chine. Elle a émergé le long de la vallée du fleuve Jaune, où l'agriculture et la gouvernance administrative se sont développées main dans la main. Dans toutes les civilisations, on retrouve des éléments communs, la pierre, l'eau et les vallées fluviales. La pierre servait d'outil, d'armes, de fondation et d'abri. Les rivières ont permis la vie, l'agriculture et le rassemblement des populations. C'est à partir de ces établissements que des villages et des villes ont vu le jour. Au-delà de ces exemples bien connus, il en existe d'autres. Les civilisations Maya et Inca en Amérique latine, l'ancienne Carthage en Afrique du Nord et en Afrique de l'Est, la Nubie, Kush, Ponte et Aksum entre autres. Beaucoup ont prospéré là où la nature offrait l'abondance. Mais lorsque nous remontons aux origines de la civilisation, depuis la sédentarisation jusqu'à la taille de pierre et la construction, en passant par la vie organisée au fil des siècles, nous constatons que seul ce qui perdure dans le temps peut être considéré comme de la civilisation. Ce qui n'est pas construit pour durer ne peut être transmis aux générations futures, et cela est vrai partout.
Quels sont donc les éléments constitutifs de la civilisation? L'un d'eux est la vie urbaine, c'est-à-dire le développement des villes qui permettent des interactions sociales structurées et une vie organisée. Shakespeare pose la question suivante. Si ce n'est pas les gens, qu'est-ce que la ville? Sous-entendant qu'une ville est plus qu'un ensemble de bâtiments. La civilisation nécessite non seulement des infrastructures, mais aussi des superstructures, non seulement des routes et des bâtiments, mais aussi une culture, des valeurs, des institutions et un art. Sans ces deux éléments, la ville est incomplète et une ville ne devient vraiment vivable et belle que lorsque ceux qui la dirigent cultivent ces éléments de manière équilibrée. Si nous demandions à n'importe qui ici à quoi ressemble une culture typiquement addis-abébienne, nous n'obtiendrons pas une réponse unique et uniforme. Mais si nous demandions où passe exactement la route principale qui relie cet endroit à Bolé, combien de kilomètres fait-elle, beaucoup de gens seraient en mesure de donner une réponse approximative ou très proche de la réalité. Pourquoi alors la culture n'est pas aussi facile à quantifier ou à définir que les infrastructures? La culture est souvent décrite comme un cerveau social. Le terme cerveau social vient du fait que, en moyenne, le cerveau humain ne représente qu'environ 2% de la masse corporelle totale d'une personne, mais que ce petit organe consomme environ 25% de l'oxygène et de l'énergie que nous absorbons. Il ne pèse que 2%, mais il dévore 25% de tout ce que nous mangeons et respirons. Les 75% restants sont répartis entre les 98% restants du corps. Réfléchissez-y. Dans ces 2% qui contiennent pas moins de 30 milliards de cellules densément compactées, le cerveau consomme un quart de tout l'oxygène que nous respirons. Que nous travaillons ou que nous restions simplement assis sans rien faire, il continue à se nourrir. Du point de vue de l'investissement, voyez les choses ainsi. Si une personne investit son beurre et on gagne 25 en retour, nous reconnaîtrons cela comme un résultat. Mais quelqu'un qui ne peut pas percevoir ces 25% ne peut pas comprendre où se trouve le rendement. Et pour une telle personne, l'effort peut sembler inutile, alors qu'il ne l'est pas. Il ne semble inutile que lorsqu'on manque de recul pour en voir la valeur. Le quatrième et dernier point est que la capacité à développer des technologies est en soi une capacité. C'est la capacité à trouver des solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés. Si notre problème est le logement, la technologie nous permet de construire. Si le défi concerne l'eau, garantir sa pureté, la préserver, la stocker pendant de longues périodes, alors les solutions que nous développons pour répondre à ces besoins sont ce que nous appelons la technologie. Cela ne signifie pas nécessairement les ordinateurs. Sur quelle base les systèmes de gouvernance voient-ils le jour? Comme vous le savez, le pouvoir est né de la lutte de l'humanité pour assurer sa subsistance, pour mettre de la nourriture sur la table et survivre. La première forme de gouvernance est apparue au besoin de mettre suffisamment de nourriture sur la table, de manger et de rester en vie. Le premier excédent que les humains ont cherché à générer est venu de la chasse. Imaginez un homme parti à la chasse, peut-être accompagné de sa femme et de son jeune enfant, traînant peut-être une chèvre derrière lui, établissant ce que nous pourrions appeler un foyer. Mais à mesure que la famille s'agrandissait, il devenait difficile de partir chasser ensemble. Un enfant qui pleure et une mère qui s'occupe du bébé, tout cela ralentissait le rythme. Le groupe ne pouvait plus se déplacer aussi rapidement qu'auparavant. Lorsque les chasseurs rentraient tard, fatigués et bredouilles, ils ont pris conscience qu'il fallait se répartir les tâches. C'est ainsi qu'a commencé la séparation des rôles. Tu restes ici avec les enfants, je vais partir chasser. Si je reviens avec du gibier, nous mangerons. Si j'échoue, tu pourras au moins réchauffer la bouillie d'hier et survivre. Grâce à cette division du travail, l'efficacité s'est améliorée. Ils chassaient rapidement et revenaient. Ils s'occupaient de la maison. Bientôt, il n'était plus nécessaire que tout le monde parte ensemble. 2, 5, 10, 20 hommes pouvaient partir, tandis que les autres restaient. Le système s'est progressivement développé. Ceux qui chassaient travaillent ensemble. Ceux qui restaient forment des colonies. Mais à mesure que les communautés grandissaient, des conflits apparaissaient entre ceux qui étaient restés. Tu as frappé mon enfant, tu as cassé mon tabouret, tu as endommagé mes biens. Des disputes éclataient. Lorsque les chasseurs revenaient, ils trouvaient souvent la colonie en proie à des querelles. Pour résoudre ce problème, une structure sociale et les prémices d'une gouvernance ont commencé à se former.
Quelqu'un a été désigné pour rester sur place, non pas pour chasser, mais pour faire régner l'ordre à la manière d'une force de police ou d'un administrateur primitif. C'est ainsi qu'est née la gouvernance. À mesure que les gens se rassemblaient en communauté, non seulement le développement et la coopération ont vu le jour, mais aussi la criminalité, les conflits, le vol et les inégalités. Pour résoudre ces problèmes, il a fallu créer des lois, il a fallu tenir des registres, des systèmes de documentation. Les premières technologies d'écriture ont été développées pour préserver les accords et les règles. Les efforts déployés par l'humanité pour se nourrir, remplir sa table et survivre ont conduit à l'émergence de colonies et à la création de structures gouvernementales. Et tout au long de ce long processus, une chose a toujours existé, l'innovation, jour après jour, de nouvelles formes de créativité. C'est ainsi que les systèmes de pouvoir ont vu le jour. Ces différents modèles de gouvernance ont été décrits de différentes manières par les historiens, les philosophes et les chercheurs. Certains examinent où un système commence et où il finit. C'est le modèle historique. D'autres s'intéressent à ce qu'on appelle le modèle énergétique. Parmi ces modèles, on trouve ce que les chercheurs appellent le modèle d'Arnold Toynbee, du nom de l'auteur de Study of History, écrit il y a environ 90 ans. Toynbee a décrit l'évolution de la gouvernance en 4 phases. À l'instar d'un être humain qui naît, grandit, mûrit et finit par mourir, le pouvoir émerge, se développe, atteint son apogée, puis commence à décliner. Il vieillit, s'affaiblit et finit par disparaître, même si certaines traces ou certains vestiges subsistent. Mais le pouvoir concentré qu'il détenait autrefois ne reste pas éternel. Après qu'Arnold Toynbee eut présenté ses idées, peut-être 25 ou 26 ans plus tard, ce qui allait devenir connu sous le nom de modèle de Toynbee ou modèle clinique a vu le jour. Plus tard, Carl King, après avoir retravaillé le modèle de base initial, a produit un document scientifique intitulé The Evolution of Civilization, l'évolution de la civilisation. Ce qu'il y affirme, c'est qu'aucun système de pouvoir n'apparaît soudainement ou de nulle part. Chaque ordre tire sa forme et son caractère de ce qui l'a précédé. En d'autres termes, ce qui est conçu dans le présent germe de ce qui existait hier. Prenons l'exemple du Derg. Son idéologie et son tempérament sont nés de l'ère monarchique. Il a tiré les leçons de l'enfandement et du déclin de la monarchie. Et c'est à partir de ces leçons qu'il a façonné sa propre identité. Voici son argument. Un système ne naît pas en silence ou dans le vide. Lorsqu'un ordre existant s'épuise, lorsqu'il dégénère, s'affaiblit ou perd de sa capacité, il doit se reconstituer, se perfectionner et renaître. Ce qui est conçu trouve donc ses racines dans ce qui l'a précédé, même si par la suite il peut s'étendre, s'élargir et se développer. Mais une fois que l'expansion atteint son apogée, des conflits surgissent car la croissance engendre la concurrence, les frictions et les luttes. À mesure que les conflits s'intensifient et se propagent, la désintégration et la fragmentation s'installent. Ainsi, les faiblesses internes deviennent à la fois la cause de l'ascension et de la chute. Après avoir divisé l'analyse précédente en 7 étapes, puis en 4 étapes de la naissance à la mort, j'ai ajouté une autre dimension, le conflit, la créativité et l'échelle. Cela est devenu la base de mon 3e modèle. En termes technologiques, il ressemble à l'échelle de Kardashev. Kardashev était un universitaire russe qui affirmait que la puissance d'une civilisation se mesure à son niveau de consommation d'énergie. Il soutenait que le stade où la domination d'un État peut être déterminée par la quantité d'énergie qu'il est capable d'exploiter. Une civilisation de type 0, explique-t-il, est une civilisation qui n'a pas encore maîtrisé l'énergie totale disponible sur sa propre planète. Tout pays qui ne peut pas exploiter pleinement les sources d'énergie naturelle de la Terre reste au niveau 0. Que signifie source d'énergie planétaire? Cela inclut l'énergie volcanique, les ouragans, les cycles El Niño, etc. Étant donné qu'aucun pays ne peut exploiter toutes ces ressources, il en conclut que tous les pays sont aujourd'hui encore de type 0. Selon lui, une civilisation de type 1 est atteinte lorsqu'une société devient capable de capter et d'utiliser pleinement son énergie planétaire et solaire. Le type 2 va au-delà de la planète. Il fait référence à une civilisation capable d'utiliser toute l'énergie produite par l'ensemble de son système solaire à l'aide de technologies telles que les sphères de Dyson. Ce n'est que lorsque l'énergie des étoiles du système solaire est pleinement exploitée que l'on peut dire
que l'on a atteint le type 2. Le type 3 va encore plus loin. Il s'agit de l'utilisation complète de l'énergie galactique, comme celle de la Voie lactée. Au-delà, des idées plus ambitieuses continuent d'émerger. Ce qui inspire beaucoup de gens dans l'échelle de Kardashev, c'est que la création et l'expansion de la capacité énergétique deviennent un moteur pour l'industrie, l'urbanisation, l'agriculture et la technologie. En ce sens, elle sert de guide conceptuel pour comprendre la trajectoire et l'ambition des civilisations. Il affirme que les pays qui n'ont pas encore développé leur capacité à produire de l'énergie, même s'ils disposent des ressources nécessaires, ne peuvent être considérés comme de véritables puissances. L'énergie est ce qui permet aux sociétés de produire, de créer. Si l'on considère uniquement l'énergie hydraulique, par exemple, l'Afrique subsaharienne recèle un potentiel considérable. Le continent compte 15 grands barrages. Le 11e est celui de Tekazé, le 7e celui de Guibé, le 2e celui de Kocha et le 1er celui du grand barrage de la Renaissance. Sur ces 15 barrages, 4 se trouvent en Éthiopie. Le 1er, le 2e, le 7e et le 11e. Malgré cela, l'Éthiopie a encore un long chemin à parcourir en termes de production hydroélectrique et de capacité énergétique globale. Comparé à l'ensemble de l'Afrique, les chiffres semblent prometteurs, mais par rapport à notre potentiel, il reste encore un écart considérable à combler. Il existe également d'autres modèles conceptuels. L'un d'entre eux est connu sous le nom de modèle de Matthew Malcolm. Ce modèle étudie le pouvoir à travers la structure des systèmes gouvernementaux. Il prend en compte les organisations culturelles et sociales traditionnelles ou moins développées, telles que les systèmes féodaux, les structures fragmentées ou non urbaines. Dans un tel modèle, un État peut prendre plusieurs formes. Il peut s'agir d'une république ou d'un empire. Lorsqu'une population importante est gouvernée par un État centralisé, celui-ci devient impérial. Ce modèle montre également comment l'autorité centrale peut étendre son influence, parfois même au-delà de ses frontières, de différentes manières. Les chercheurs ont défini le pouvoir sous de nombreuses formes différentes, mais lorsqu'on les examine ensemble, elles partagent un symbole commun, un repère, un point de référence. L'analogie est une pierre ou une rivière, une fondation. Si nous prenons cette conception globale du pouvoir et que nous l'appliquons à nous-mêmes, nous voyons que le pouvoir éthiopien a parfois existé sous une forme unifiée et parfois sous la forme de multiples entités politiques agrégées. Lorsque nous parlons de l'Éthiopie, nous ne faisons pas uniquement référence à la carte que nous connaissons aujourd'hui. Il en va de même pour l'Irak ou même la Chine. Leurs frontières ont continuellement évolué au fil du temps. Néanmoins, le pouvoir éthiopien a connu des périodes d'ascension et des périodes de déclin. Considérées dans leur ensemble, celles-ci deviennent une interaction entre la voix et le bruit, et une compétition entre la clarté et la perturbation. Si l'on divise l'histoire de l'Éthiopie en deux grandes périodes, l'avant Aksum et l'après Aksum, Aksum a déjà fait l'objet de nombreuses études. Nous allons donc nous intéresser à ce qui l'a précédé. Il y a environ 2500 ans, soit près de 3000 ou 4000 ans aujourd'hui, existait la civilisation de Punt. Punt régnait sur un territoire couvrant plus de la moitié de l'Éthiopie moderne et son centre stratégique se trouvait le long de la mer Rouge. Lorsque Punt a décliné, l'État couchite s'est élevé et a pris sa place. La civilisation couchite s'étendait à nouveau largement le long de la mer Rouge et, comme vous pouvez le voir ici, s'étendait à l'intérieur des terres jusqu'à l'actuel Soudan. Lorsque le royaume couchite a décliné et que la politique d'Ahmad a émergé, il y a eu des divisions et des séparations de pouvoir. Pourtant, même à cette époque, le contrôle de la mer Rouge et du bassin du Nil restait un élément fondamental de tous les États qui existaient en Éthiopie. Plus tard, lorsqu'Aksum est devenu important, il s'est appuyé sur ce qui l'avait précédé et est devenu une grande puissance qui a étendu son influence vers le sud de l'Arabie et l'océan Indien. À son époque, Aksum comptait parmi les 4 grands empires mondiaux. Lorsque l'on parle de puissance sur la scène mondiale, l'un des endroits les plus étroitement associés à la civilisation monumentale de pierre est l'Éthiopie elle-même. Par exemple, si vous vous rendez à Aksum, à Yaha, à Lalibela ou à Sof-Oumar, vous constaterez le lien profond qui existait autrefois entre la pierre et l'ingéniosité humaine. L'Égypte possède ces pyramides, des monuments qui attirent des millions de visiteurs venus admirer leur grandeur et qui symbolisent la puissance antique. L'Éthiopie possède également des vestiges similaires, mais en raison de notre propre négligence, la plupart d'entre eux sont peu connus
et peu reconnue. Pourtant, quand on regarde la Libella aujourd'hui comme hier, il n'existe toujours pas d'ouvrage d'art comparable. Nous considérons généralement la construction comme un processus qui commence par creuser vers le bas. La Libella, cependant, a été sculptée du haut en bas. Cela témoigne d'une approche et d'une vision totalement différentes. Ces réalisations anciennes ont été rendues possibles grâce aux croissances, aux compétences et à la persévérance des peuples de cette époque, ainsi qu'aux civilisations qu'ils ont bâties en associant la pierre et l'effort humain. Après Aksum vient la dynastie Zagwe. Et après Zagwe, bien que la chronologie ne soit pas toujours clairement définie, le pouvoir s'est déplacé vers de nouveaux centres, d'abord de la région de Zagwe ou Balé, puis plus tard à Gondar, il y a environ 4 siècles. Nous pouvons encore voir aujourd'hui des traces matérielles de ces époques. Puis vient les puissances de Hara, puis Jimma, Shoa, Kafa, Walaita et Dauro, qui émergent les unes après les autres à travers le pays. Prenons l'exemple de Dauro. La structure à la Lakela, vieille aujourd'hui d'environ 400 ans, a été construite en 47 à 48 ans. Comment le travail était-il organisé? Une génération a été tenue de servir pendant 7 ans, et une famille envoyait un fils pendant 1 an. Celui-ci extrayait et taillait la pierre, puis rentrait chez lui après 7 ans de service. À ce moment-là, le garçon avait 8 ans. Il était alors remplacé par un autre, et ainsi de suite. Grâce à 4 ou 5 générations de travail continu, la structure a été achevée en un peu moins d'un demi-siècle. Tout cela a nécessité de tailler la pierre, de la façonner et de la poser à sa place. C'est là une caractéristique commune aux États historiques d'Éthiopie que nous reconnaissons une fois que nous l'avons maîtrisée ailleurs, parce que nous en voyons les traces ici en premier. Alors, comment le déclin s'est-il installé? Comment de telles civilisations ont-elles pu atteindre la grandeur, puis décliner? Il y avait des causes externes et des causes internes. Les États se sont fracturés, la population a augmenté tandis que l'approvisionnement n'a pas suivi le rythme. Lorsque la population et l'approvisionnement ne progressent pas au même rythme, des conflits éclatent qui finissent par éroder le pouvoir. Si l'on examine les périodes où le pouvoir s'est accru en Éthiopie et celles où son déclin était manifeste, on peut comprendre ce phénomène à l'aide d'un exemple simple. Un véhicule à 4 roues. Pour qu'il puisse se déplacer de son point de départ à sa destination, au moins 4 éléments essentiels doivent fonctionner correctement. Tout d'abord, un véhicule ne peut avancer que si ces 4 roues sont de taille proportionnée. Si 3 d'entre elles ont la taille d'un nœud de minibus et qu'une seule a la taille d'un nœud de tracteur, il ne bougera même pas, et encore moins roulera correctement. La roue la plus grande entravera la plus petite. C'est pourquoi les nœuds doivent être de taille identique. Si un nœud est nettement plus grand ou plus petit que les autres, la croissance ou la faiblesse de l'un entraînera l'effondrement ou la panne des autres. Deuxièmement, les roues doivent tourner ensemble. Si 3 roues tournent et une ne tourne pas, la voiture ne peut pas avancer. Le nœud qui ne tourne pas tirera sur les 4 sur les autres et causera des dommages. C'est ce que l'on entend par synchronisation. Troisièmement, les roues doivent tourner dans le même sens. Si 2 roues tournent vers l'avant et 2 vers l'arrière, le véhicule n'ira nulle part. Quatrièmement, elles doivent rouler à la même vitesse. Si les nœuds ne peuvent pas tourner à la même vitesse, si l'un est trop rapide ou l'autre trop long, cela entraîne des frottements, des pannes ou des déraillements. Par conséquent, pour que le mouvement soit réussi, les 4 roues doivent remplir 4 conditions. Taille identique, rotation synchronisée, direction commune et vitesse identique. Prenons cet exemple et appliquons-le au développement. Si nous voulons que l'Éthiopie se développe, prospère, affirme fermement sa souveraineté et son avenir, nous devons avancer de manière équilibrée. Stagnation de la croissance, absence de développement continu, lenteur des progrès, turbulence politique, effondrement économique, tels sont les signes visibles du retard. Et les racines de ce retard sont des formes de déclin. La première est la décadence institutionnelle. Par exemple, si la police, une institution chargée de protéger la paix publique, ne remplit pas sa mission, perd sa compétence ou sa légitimité aux yeux de la société, la décadence institutionnelle a commencé. Si les tribunaux ne peuvent rendre justice, si les gens cherchent l'équité
et on revient sans l'avoir obtenu, si la confiance dans les institutions juridiques s'estompe, il s'agit là aussi d'une décadence institutionnelle. Cela se produit lorsque les États ne remplissent pas la fonction avec force et intégrité. La deuxième est la décadence culturelle, lorsque les bonnes valeurs commencent à s'éroder. Le respect, la confiance, la loyauté, l'intégrité, la sincérité, lorsque ces valeurs s'affaiblissent et disparaissent, la culture elle-même commence à décliner. La troisième est la décadence économique. Lorsque les acteurs économiques se réduisent, lorsque les entreprises s'effondrent, lorsque la productivité diminue, lorsque l'économie devient fragile, lorsque la dette augmente, lorsque ce que nous produisons ne correspond plus à ce que nous consommons, ces éléments deviennent des indicateurs d'un mouvement à la baisse. Comme je l'ai dit précédemment, l'Éthiopie était autrefois en avance sur son temps, mais elle a ensuite pris du retard, ralenti, s'est affaiblie et s'est retrouvée à la traîne. La douleur de perdre du temps se traduit par une progression lente, des retards et une dérive. Lorsque le temps avance alors que nous restons immobiles, de nombreuses opportunités s'éloignent derrière nous. Depuis des milliers d'années, cela constitue l'un de nos principaux défis nationaux. Mais il y a aussi de l'espoir. Même si nous avons pris du retard, trébuché, stagné, même si pendant plus de 3000 ans nous nous sommes relevés, avons marqué une pause, sommes tombés et nous sommes relevés, le simple fait que l'Éthiopie existe encore est en soi un exploit considérable. Malgré les difficultés, malgré le poids de l'histoire, nous sommes toujours une nation. Nous sommes toujours plusieurs nations et peuples qui parlent d'un objectif national commun. Cela seul est une force que nous ne devons pas négliger. Ainsi, même si nous sommes confrontés à de graves problèmes, nous sommes toujours un pays et le fait que nous puissions encore nous asseoir ensemble, discuter ensemble et réfléchir ensemble à la reconstruction et à l'avenir signifie qu'il y a de l'espoir. Nos critiques à l'égard des échecs passés ne doivent pas nous empêcher de voir les possibilités de renouveau. Parallèlement à ce qui a mal tourné, nous devons également voir ce qui perdure et ce qui peut encore renaître. Le développement national se heurte à de nombreux types d'obstacles, obstacles structurels, institutionnels ou systémiques, et obstacles culturels. Si nous ne surmontons pas ces obstacles, il n'y aura pas de progrès, que ce soit au niveau d'une nation, d'une région ou d'une ville. Prenons l'exemple d'Addis Abeba. Addis Abeba s'est libéré de ces obstacles. Toute personne disposant de capitaux, de compétences ou d'une volonté d'investir peut venir à Addis Abeba participer et en tirer profit. Mais si cette même personne se rend en Oromia, en Amara ou dans toute autre région, la première question qui lui est posée n'est pas « Avez-vous les connaissances ou les capitaux nécessaires ?» mais « D'où venez-vous » Il s'agit là d'un obstacle qui nous empêche de nous développer. Le capital n'a pas de frontières. Le savoir n'a pas de frontières. Une personne qui a de l'argent, une personne qui a de l'expertise, une personne qui est prête à travailler, peu n'importe d'où elle vient, si nous ne pouvons pas lui dire « Nous vous souhaitons la bienvenue », alors les progrès que nous voyons ailleurs ne seront jamais les nôtres. Et d'ailleurs, ces barrières ne s'arrêtent pas à une frontière. Même au sein de l'État d'Oromia, entre Jimma, Ilubabur, Harar et Olaga, il est difficile de franchir ces lignes invisibles. Il en va même en Amara. Ce défi ne concerne pas seulement les investissements. Même en matière de recrutement, sans parler du transfert d'un président d'université talentueux d'une région à une autre. S'il y a un excellent président d'université à Gondar, je ne peux pas facilement le transférer à Jimma, même en reconnaissant ses performances ou en lui offrant un salaire plus élevé. Il semble qu'ils doivent être un fils de Jimma, qu'ils répondent ou non aux critères. Avec ces obstacles, alors, nous manquons à la fois des connaissances et des moyens financiers. Comment pouvons-nous nous développer? La croissance vient lorsque nous ouvrons la porte à ceux qui possèdent l'expertise et la capitale, et non lorsque nous leur fermons la porte. Si nous travaillons sans relâche, nous continuerons à écrire notre histoire et à renforcer notre puissance nationale. Le rôle de Meddemer est d'identifier ce qui est cassé, de poser des fondations solides, de consolider les acquis et d'ajuster les lacunes lorsque c'est nécessaire. Le Meddemer est une idée graine. Si elle est plantée au bon moment et cultivée, elle produit une récolte abondante. Elle ne meurt pas, car elle relie le passé, le présent et l'avenir. Le passé nous enseigne, le présent construit,
l'avenir transmet un État plus solide. Un gouvernement qui ignore cette logique ne peut survivre dans l'utopie d'aujourd'hui. Le monde change et seuls les dirigeants capables de changer avec lui peuvent relier hier à demain. La philosophie de Meddemer est la somme de capacités, d'idées et d'attitudes, bien plus qu'une simple addition. Ces piliers sont la synergie, c'est-à-dire intégrer la capacité, la syntropie, construire plutôt que détruire, la symbiose, interdépendance de la vie, et la synopsis, cohérence de la vision. L'absence de cohésion culturelle et de symétrie stratégique a jusqu'ici conduit à un développement fragmenté des systèmes et des capacités. L'objectif est donc de créer un alignement fondé sur l'intégration constructive. Ce cadre permet de transformer la prospérité en réalité. Le progrès résulte de la capacité à prendre toute connaissance utile, rare ou abondante, et à la mettre dans un système cohérent. Le processus comporte 3 étapes: rassembler, stocker et cultiver. Rassembler consiste à collecter les idées, capacités et ressources disponibles aujourd'hui. Si elles ne sont pas réunies, elles se dispersent. Stocker signifie superposer et consolider les acquis d'hier et d'aujourd'hui. Cultiver revient à intégrer ces éléments pour réduire la dette, améliorer les idées, renforcer la gestion, adopter des meilleures attitudes et assurer la pérennité du changement. Ce processus n'est pas facile. Les nouvelles idées sont d'abord rejetées, ridiculisées, puis acceptées lorsque leurs résultats deviennent visibles. L'exemple d'Addis Abeba, transformé malgré les scepticismes, illustre cette logique. Ce qui semblait impossible est devenu réalité grâce à une vision et à la persévérance. Ceux qui doutaient sont devenus les premiers à revendiquer ou à défendre les progrès accomplis. Le leadership et le suivi doivent fonctionner ensemble. Une bonne idée ne peut réussir sans une mise en œuvre collective. Écouter avec conviction, agir avec détermination et traduire les idées en travail concret sont essentiels. La philosophie de Meddemer n'est pas seulement un concept national. Il se diffuse déjà à l'international, traduit dans de nombreuses langues. Mais un danger subsiste: l'autosabotage. Lorsque les individus commencent à mettre en cause leur propre victoire et à éroder leurs acquis. Une graine ne peut prospérer que si elle est protégée et cultivée. Enfin, l'exemple de Harar montre que même avec peu de ressources, une mobilisation cohérente permet d'obtenir des résultats remarquables, parfois supérieurs à ceux de régions mieux dotées. Cela démontre que la transformation ne dépend pas uniquement des moyens, mais de la cohésion, de l'engagement collectif et de la vision partagée. Le texte s'ouvre sur une interrogation essentielle. Pourquoi certaines régions comme Harar ont-ils connu des transformations profondes alors que d'autres, telles qu'Asosa, Bonga ou Gambella, n'ont pas suivi la même trajectoire? Harari, malgré ses ressources limitées, a su produire des changements historiques. Cela met en lumière une vérité fondamentale. Les ressources, aussi modestes soient-elles, peuvent être transformées lorsqu'elles sont mobilisées avec clarté, vision et engagement. Ainsi, les territoires qui n'ont pas connu le même essor doivent s'interroger non sur leurs handicaps, mais sur l'usage de leurs opportunités. Cette observation conduit à une leçon centrale. La transformation commence par une idée. Une idée est une graine. Mais la graine, pour pousser, doit être nourrie par l'effort, la discipline et la capacité de franchir des obstacles. C'est ici que les métaphores du pont entrent en scène. Le texte explique que la philosophie de Meddemer n'est pas seulement une idée, c'est aussi un passage, un cheminement nécessitant la construction de ponts. Un pont, contrairement à une simple route, est coûteux, techniquement exigeant et nécessite une détermination collective. La transformation n'est donc pas seulement conceptuelle, elle repose sur des travaux difficiles, surmontant vallées, ravins et obstacles naturels ou historiques. Pour franchir ces vallées, il faut poser les bonnes questions. Quelles sont les fractures fondamentales du pays? Quels modèles ont échoué? Une force politique ou sociale tournée vers la destruction peut-elle bâtir un avenir? Ceux qui rejettent la croissance, l'égalité ou le changement peuvent-ils mener le pays vers la prochaine étape? Poser les bonnes questions est le premier acte créatif, car cela structure la compréhension du problème et ouvre la voie à des solutions. 3 chemins sont alors proposés: l'innovation, la rapidité et la résilience. Construire le pont d'aujourd'hui n'est pas un choix, mais une nécessité. Un pont non construit devient demain un fardeau plus lourd. Certains vivent de la nostalgie du passé et ne voient ni le présent ni l'avenir. D'autres vivent trop sans l'anticipation
et négligent l'instant. Et d'autres encore restent enfermés dans leur propre cadre, ignorant les dynamiques mondiales. Ces attitudes conduisent au retard et au suivisme. Pour y échapper, il faut reconnaître nos angles morts, les contourner et opter pour la créativité, la capacité d'inventer son propre chemin, de dépasser les contraintes et les bases d'une nouvelle ère. Le texte souligne que chaque région n'a pas à devenir Addis Abeba. L'objectif n'est pas l'uniformité, mais la mobilisation lucide de ses propres réalités. Harar ou Gambella doivent créer quelque chose d'authentique, enraciné dans leur environnement et à leur échelle. La créativité est présentée comme un capital universel accessible à tous, contrairement aux ressources naturelles qui varient d'un lieu à l'autre. Elle résulte d'une combinaison de visions, d'attitudes, de processus et de résultats. Ainsi, l'innovation n'est pas un mystère, mais un produit de l'état d'esprit, de la structure et de l'effort. Cette créativité est aussi le moteur de la productivité humaine. L'histoire de l'évolution agricole illustre ce point. La première révolution agricole a duré des millénaires. L'humanité y a progressé à un rythme extrêmement lent, reposant massivement sur le travail manuel. La deuxième révolution agricole, au XVIIe siècle, a duré 2 siècles, introduisant les cultures multiples et la mécanisation rudimentaire. Puis vient la révolution verte au XXe siècle, en seulement quelques décennies, combinant engrais, irrigation, pesticides, mécanisation et variétés à haut rendement. Ce contraste montre que l'innovation raccourcit le temps de transformation, accélère le progrès et multiplie les résultats. Pourtant, l'Éthiopie n'a pas pleinement pris part à ces évolutions. Alors que la révolution verte transformait le monde, l'imaginaire agricole éthiopien restait centré sur le bœuf, la charrue et le fermier traditionnel. La lenteur du changement culturel a empêché la rupture technologique. Le pays ne s'est pas détaché de ses pratiques ancestrales, car il n'a pas emprunté le chemin escarpé de l'innovation. Cette réflexion s'étend ensuite aux révolutions industrielles. La première a duré 80 ans, la deuxième environ 50 ans. La troisième s'est concentrée sur l'acier et l'électricité, la quatrième sur le pétrole et la production de masse, et la cinquième encore englobe l'information, les télécommunications et aujourd'hui l'intelligence artificielle. La vitesse du changement s'accélère avec chaque vague. Les pays qui n'ont pas saisi ces opportunités ont pris du retard. L'Éthiopie, longtemps sceptique face aux drones ou à l'intelligence artificielle, commence maintenant à rattraper ce retard, démontrant qu'il est possible d'adopter la posture du retardataire stratégique qui, en avançant de manière décisive, peut combler l'écart. L'innovation demande un passage de la rumination des problèmes à la production de solutions. Les défis éthiopiens sont connus: sécheresse, fragmentation des terres, agriculture dépendante des pluies, impact climatique. Mais les opportunités sont tout aussi claires: vaste terre, eau abondante, capital humain large. La voie de sortie réside dans la consolidation des terres, la délimitation des villages, l'utilisation des terres en friche, l'expansion de la production de blé, de thé, la mécanisation à grande échelle, le développement fruitier et forestier et l'amélioration générale de la qualité. Plus la couverture végétale progresse, plus les risques climatiques diminuent. Plus l'irrigation s'étend, plus la productivité s'intensifie. C'est l'esprit de l'innovation orientée solution. Mais les solutions ne suffisent pas. Il faut les exécuter avec discipline. L'Éthiopie a été freinée par une culture de lenteur, de procrastination, de débats interminables sur la faisabilité au lieu de l'action. Il faut désormais une culture de performance mesurée par la rapidité du processus et la rapidité des résultats. Le principe qui suit est voir grand, commencer petit, créer une dynamique. L'Éthiopie prospère n'a pas commencé par une grande vision, mais par une initiative modeste. Le programme des corridors urbains, le développement du blé d'été, l'initiative de l'empreinte verte sont nés dans des expérimentations locales avant de devenir des programmes nationaux reconnus et primés. Ce succès repose sur 2 clés: la continuité et la vérification des résultats. Le texte distingue ensuite 3 formes de rapidité. La première est le mouvement rapide sans direction claire. La deuxième est la vitesse sans la bonne direction. La troisième est l'accélération, c'est-à-dire l'augmentation continue de la vitesse dans cette même direction. L'accélération est ce qui crée la capacité de rattraper les leaders comme un coureur maintenant et augmentant son rythme jusqu'à distancer les autres. Le message final est que tout effort commence avec tout le monde, mais seuls ceux qui maintiennent discipline, constance
et vision franchiront la ligne d'arrivée avec des résultats visibles. Ceux qui doutaient deviendront observateurs puis admirateurs. Le temps, la persévérance et la cohérence transforment les graines en fruits. Les innovations dispersées s'alignent, mûrissent et produisent la prospérité désirée. Ainsi, voir grand, commencer petit et persévérer deviennent la stratégie fondamentale pour bâtir une transformation collective. Le progrès s'appuie sur la discipline quotidienne, l'adhésion à de bonnes idées et la culture d'exécution. C'est par cette voie que le travail avance, que les résultats émergent et que la nation s'approche de la prospérité.